Du poisson, comme s'il en pleuvait. 85 millions de tonnes pêchées par an dans le monde. On a longtemps cru ce garde-manger inépuisable, mais nos mers se vident de leurs poissons. On connaît les causes, le réchauffement climatique, la pollution. Mais la principale accusée, c'est la surpêche. Avec ce type de pêche, on est en train de finir de scier la planche sur laquelle l'humain est assis. Un tiers de nos poissons est pêché au-delà du raisonnable. Certains sont même en voie de disparition, mais pour les pêcheurs, difficile de renoncer à ce gagne-pain. On croit que les scientifiques, et là franchement, il y en a marre. Exploitation de la ressource à un niveau industriel. Gaspillage à bord, un poisson sur 4 finit rejeté à l'eau, souvent mort. Ça c'est l'équivalent du légume moche. Nos enfants pourront-ils encore manger du poisson? Plongés dans les eaux troubles de la surpêche. La surpêche commence ici, dans nos supermarchés. Nous mangeons tous les mêmes poissons et cette surconsommation met certaines espèces en danger. Le bar, on en pêche trop. La sole, on en trouve de moins en moins. Le merlan, les stocks diminuent. Et pour le poisson numéro 1 des ventes, c'est carrément alerte rouge. Je peux prendre un morceau de cabillaud. Le cabillaud. S'il vous plaît. Qu'il soit vendu frais ou séché sous le nom de morue, c'est la star de l'étal. Sa consommation a augmenté de moitié ces 10 dernières années. Ah ouais, elle est bonne. Ah, le cabillaud, faut pas en manquer. Hein. Ici, ça part comme des petits pains. Ouais. Qu'ils soient en dos, en tranche, ils veulent toujours du cabillaud. Hein. Pas d'arête, un goût pas trop fort. Il a les avantages du poisson sans les inconvénients. Mais le cabillaud est victime de son succès. À force d'être trop pêché, ce roi des eaux froides a quasiment disparu des mers européennes. Pour en trouver encore, il faut monter vers le pôle Nord. C'est là-bas que l'enseigne s'approvisionne en cabillaud. Notre cabillaud, nous, il vient plus souvent de Norvège, tout ça. Le cabillaud, hein. ouais. C'est de la pêche atlantique nord-est. Il vient de la mer de Barents en haut. Vous voyez la sous-zone 27.1 là, qui est en haut. Et ça, dans la mer de Barents, les stocks sont en bon état? Pour l'instant, oui, mais pareil, on va vers des tensions sur l'approvisionnement, sur tous les appros d'autres cabillots. Il y a une surconsommation sur le produit, donc on va vers des tensions sur les ressources. Des espèces sauvages que l'on s'arrache et qui disparaissent, alors que d'autres font l'objet d'un immense gâchis. Une pratique choquante qui se déroule loin de nos étals. Ce gaspillage de poissons, nous l'avons découvert à Lorient, le port de pêche le plus important de Bretagne. La pratique est taboue dans la profession, mais un homme a décidé de lever le voile sur cette habitude qui l'écœure. Laurent Tréguier est patron de pêche. Il possède le Côte d'Ambre, un 16 mètres, sur lequel il emploie 4 matelots. Il est 3 h du matin, l'équipage part pour 2 jours de pêche. Et comme à chaque fois, il croise les doigts pour trouver des espèces qui se vendront à bon prix. On espère la langoustine, normalement. Après, si on a de la chance, on trouvera un peu de lotte, un peu de sole et peut-être un peu de Saint-Pierre. Et puis après, tout ce qu'on va trouver, quoi. Sortir en mer coûte cher. En moyenne, 2 500 € par jour. Il y en a déjà pour 800 € rien qu'en carburant. Et bien sûr, les matelots à rémunérer en moyenne 3 000 € net par mois. Ils n'ont pas de salaire fixe, mais ils sont payés à la part. C'est un pourcentage des ventes. Plus ils trouvent de poissons nobles, plus ils gagnent. Ces espèces qui se vendent cher vivent tapis au fond de l'eau. Alors, pour les capturer, les marins utilisent un chalut de fond, cette grande chaussette que Bouba est en train de repriser. Sur le Côte d'Ambre, il y en a une paire, un chalut de chaque côté du pont. Une fois jetés à l'eau, ils vont se déposer au fond de la mer. Pour les garder grands ouverts, les matelots fixent dessus ces panneaux métalliques qui ressemblent à des portières de voiture. Là, tu as le sondeur qui va te donner la profondeur à laquelle on travaille. Donc on travaille sur des fonds de 100 mètres. Donc par rapport à l'écartement qu'on a et par rapport à la profondeur qu'il nous donne, on sait qu'on est bien. Le
bateau va tracter les chaluts pendant 2 à 3 heures sur une vingtaine de kilomètres, raclant les fonds marins. Tous les poissons qui y vivent vont se retrouver pris au piège derrière les mailles, poussés vers le fond du filet qui se rétrécit en forme d'entonnoir. Ce sera un peu la surprise. Tout ce qu'on va trouver sur le fond, cardine, lotte, sole, merlu un petit peu s'il y en a, et puis après tout ce qui va traîner. Cette technique de pêche est très décriée par les défenseurs de l'environnement qui veulent la faire interdire dans les aires marines protégées. Ils reprochent aux chaluts d'abîmer les fonds marins, mais aussi de capturer en masse toutes sortes d'animaux non désirés. Des étoiles de mer, des crustacés, diverses sortes de poissons. À chaque trait de chalut, Laurent et ses hommes remontent plus de 70 espèces. Et on est loin de celles qu'ils ciblaient au départ. C'est alors qu'intervient le grand gâchis. Les pêcheurs vont jeter le plus gros des poissons par-dessus bord et en mettre seulement quelques-uns de côté. Celle-là va repartir à l'eau d'ailleurs parce qu'elle fait pas la taille. Elle fait pas la taille. Ouais, trop petite, ouais. Donc ça repart direct. Les pêcheurs n'ont pas le droit de vendre les poissons trop jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de se reproduire. Et le gaspillage va passer à la vitesse supérieure grâce à ce toboggan, conçu exprès pour les rejets. Les marins pêcheurs évacuent en masse leur prise. Un gaspillage d'autant plus révoltant que la plupart de ces animaux ne survivront pas. Quand tu arrives sur des fonds de 100 mètres, c'est comme un plongeur, il y a une décompression. Donc quand tu passes de 100 à 0, l'organisme le vit assez mal. Donc la quasi-totalité vont y rester. Ces poissons font le festin des oiseaux, mais pourraient aussi régaler les hommes. Car certaines de ces espèces sont parfaitement comestibles. Laurent en raffole même. Tu vois, les petits tacos, bon, ceux-ci sont un peu petits, mais la taille au-dessus, c'est un super bon poisson. Tu le mets en filet, ça vaut un filet de merlan tous les jours. Alors ça, c'est un grondin. Donc c'est vraiment super bon. Un truc qui est génial à faire, c'est que tu les ouvres en deux, tu enlèves l'arête centrale et tu remplaces par du pâté. Alors soit du hénaf, soit du pâté au poivre. Tu ficelles comme un rôti, tu mets ça au four, une tuerie. Thierry Marc, si tu m'entends. Certains poissons sont même victimes d'un délit de sale gueule. Notamment un qui ressemble à un serpent de mer, le congre. Alors voilà, ça c'est l'équivalent du légume moche, le congre. Super bon aussi. Bon là c'est un petit, hein, donc il est pas très coopératif en même temps. Donc, ça fait partie des espèces qui sont complètement sous-valorisées alors qu'elles ont un vrai potentiel. C'est dommage. Cette pratique des rejets en mer est légale et elle est très courante dans la profession. Selon une récente estimation, 25% des poissons capturés en France sont rejetés à l'eau. Un poisson sur 4 pêché pour rien. Chez Laurent, qui utilise un chalut à mailles serrées, les rejets grimpent même parfois à 60%. Et c'était encore pire avant. Laurent prenait alors beaucoup de poissons trop jeunes. Après des années de recherche avec les scientifiques, le pêcheur a trouvé une solution pour les épargner. Il a changé les mailles de sens pour que les petits poissons puissent s'échapper du chalut. Au lieu de les mettre en losange, on les a étirés au carré pour justement permettre un échappement. Et quand tu regardes bien... Ah non, en maille losange, tu peux être sûr et certain qu'il ne va pas passer. Grâce à cette modification toute simple, les captures de poissons juvéniles ont chuté de plus de moitié. Mais cela n'a rien changé pour les autres poissons, plus gros. Laurent en pêche et en rejette toujours autant. Mais pourquoi ne les ramène-t-il pas au port? Il y a déjà une question de place. L'espace est compté à bord, alors il stocke en priorité les espèces à forte valeur marchande, comme la sole et la langoustine. On va se mettre en face du bureau si c'est possible. Les espèces pêchées involontairement par les chalutiers ont peu de chances d'être ramenées à quai. Vous allez comprendre pourquoi leur gaspillage est si important en assistant à la vente à la criée.
Le poisson y est vendu aux enchères. Les prix peuvent varier du simple au double en fonction de la demande des grossistes. Au début, tout se passe bien pour Laurent. Ces grosses langoustines partent à plus de 30 € le kilo. Comme son turbo. Sa sole se vend bien également. Mais quand les espèces moins connues arrivent, les cours s'effondrent. 1,58 € seulement pour le congre. Le taco passe même sous l'euro et descend à 57 centimes, tout comme le chinchard. Voilà les raisons de ce grand gâchis. Les pêcheurs, comme Laurent, ne peuvent pas vivre de ces espèces. En taco, on était à combien? On a dit taco, ouais, 56, chinchard. C'est le tiercé gagnant. On se fait quand même bien chier, tu as pu voir ce que c'était les conditions dans lesquelles on bosse. Et quand tu vois que tu arrives à vendre ça, tu dis, t'as un peu les boules. C'est dommage parce que les gens ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort de goûter, parce que derrière, il n'y a peut-être pas une bonne promotion de la part de la filière. C'est des poissons qui méritent d'être connus, quoi. Du poisson gaspillé, alors qu'il pourrait se retrouver sur nos étals à un prix abordable, évitant au passage la surconsommation de certaines espèces en danger. C'est le pari qu'a fait cette enseigne de supermarché. Comme partout ailleurs en France, la clientèle commence à se détourner du rayon poisson à cause de la flambée des prix. Il a pris 15% en 5 ans. Certaines espèces deviennent carrément des produits de luxe comme la sole et le bar. 2 espèces surpêchées qui sont vendues plus de 30 € le kilo. Pour faire revenir les consommateurs, Sylvain Gaudu, le directeur des achats des produits frais du réseau, a lancé l'opération Poisson méconnu, voilà 2 ans. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, en tout cas, l'étalage est magnifique, bravo. Chaque semaine, ces magasins mettent en avant une espèce que l'on trouve rarement chez ses concurrents. Le fait d'avoir une très forte demande sur du cabillaud, sur du saumon, sur du bar parfois aussi, il y a une pression, c'est l'offre et la demande, hein, donc les prix augmentent. Donc c'est aussi notre rôle d'essayer de trouver des alternatives. Ça fait partie normalement du job d'un responsable de poisson. Tu crois qu'on va recevoir le maigre ou pas alors? J'espère. Le maigre, c'est le poisson méconnu de la semaine. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Ah, le maigre est arrivé. Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va très très bien, merci à vous. Le marailleur l'apporte en direct du bassin d'Arcachon. C'est une espèce très prisée dans sa région, mais inconnue dans le reste de la France. C'est un poisson exceptionnel, très fin, qui a une texture de chair similaire à celle du bar. Je ne suis pas convaincu que si demain je ne vous dis pas que c'est du maigre et que je vous le mets dans une assiette, vous sachiez faire la différence entre le maigre et le bar aujourd'hui. Ça, on va le mettre ici. Le ramener là? Ouais, c'est ça, ouais. L'autre avantage de ce poisson, beaucoup moins recherché, son prix. Quand le bar s'affiche à 33 € le kilo, le maigre est lui vendu 19,90 €. Aujourd'hui, client qui veut du bar, bien sûr, on est là aussi pour lui offrir, mais notre job, c'est plutôt de mettre en avant ce type de produit et essayer de proposer autre chose que le cabillaud et le saumon. Hein. C'est les 2 produits où on n'a pas besoin de pousser au niveau de la vente. Donc on essaye à chaque fois de varier pour suggérer aux clients de changer un petit peu dans leurs habitudes d'achat. Et voilà, merci bien. Pour cette première avec le maigre, Sylvie, la chef de rayon, s'est montrée prudente. Elle n'a commandé que 8 poissons. Mais ses talents de vendeuse font mouche. Maigre. Vous voulez pas essayer le maigre? Non. C'est excellent. C'est aussi bon que le bar. Là, c'est le même produit, c'est pêché. Bon, je vais en essayer. Bah oui, il faut essayer, voilà. Diversifier notre consommation pour laisser le temps aux espèces menacées de se rétablir. Aujourd'hui, un tiers des poissons capturés sur nos côtes sont surpêchés. Un scénario catastrophe qu'une scientifique avait prédit il y a bien longtemps. C'est une femme qui lance l'alerte dès les années 50. Anita Conti, la première océanographe française. Caméra au point, elle embarque pendant 5 mois à bord d'un navire de pêche. Elle filme déjà le pillage des océans à grands coups de chalut. Ces marins, elle les appelle
les racleurs d'océan. Pour alerter sur la surpêche, la scientifique publie ce livre qui devient un best-seller. Mais il faut attendre les années 80 pour que l'on se décide enfin à agir. Enfin, une bonne nouvelle à l'actif de l'Europe communautaire. Les 10 pays membres de la communauté ont adopté pour 20 ans une politique commune de la pêche visant à gérer et à protéger leurs ressources en mer. Pour limiter la surpêche, l'Europe impose aux marins un tonnage maximum de prise qu'ils ne doivent pas dépasser. On appelle ça des quotas et il y en a un pour chaque espèce. Et cela fait grincer les dents chez les pêcheurs. Nous n'acceptons pas ce quota qui est vraiment trop faible et qui va mettre nos industries de transformation dans une situation dramatique. Mais comment savoir quelle quantité pêcher pour ne pas mettre les poissons en danger? C'est la mission de l'IFREMER, l'organisme public de recherche sur la mer. Tous les ans, ces scientifiques font passer un check-up aux poissons. Quand l'espèce va mal, ils recommandent une baisse des quotas. Et quand ça va vraiment mal, ils n'y vont pas de main morte. Cette année, ils demandent une baisse drastique sur l'espèce qui rapporte le plus aux pêcheurs français, la sole. Moins 36% du jamais vu. Laurent, notre pêcheur de l'Orient, n'aurait plus droit qu'à 5 tonnes de sole au lieu de 7 cette année. La sole lui assure 6% de son chiffre d'affaires. 36%, ça pique un peu quand même. Il y a 3 ou 4 cols blancs à Bruxelles qui ont décidé qu'ils allaient faire le ménage et sans savoir du tout comment ça fonctionne, mais parce que ça fait bien d'annoncer 36%, parce que pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, on va appliquer l'avis scientifique, quoi. Et on peut se poser la question de savoir si on veut faire durer la flottille dans le temps ou si on a décidé de s'en foutre complètement. Et puis bon, on applique des plans à 36% du jour au lendemain et on dit et puis après nous le déluge, quoi. Il restera ce qui restera. Mais rien n'est encore fait, car c'est le lendemain que se jouera l'avenir des pêcheurs et la survie de la sole. Tout repose sur les épaules d'une femme, Annick Girardin, la ministre de la Mer. Son enjeu, fixer les quotas de pêche pour l'année à venir. Ça se passe tous les ans à Bruxelles et ça n'est pas une mince affaire. Ouais, tu dois avoir mon dossier. Il y a d'un côté les stocks de poissons qu'il faut protéger sur le long terme et de l'autre, les intérêts à très court terme des 10 000 pêcheurs français. Entre les deux, cette fille de pêcheur malouin a choisi son camp. La France, tout à l'heure, défendra le maintien d'un certain nombre de quotas, bien entendu. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres métiers où on investit dans des bateaux, dans du matériel, faire vivre sa famille et ses salariés sur éventuellement 10 ans et que chaque année, on va savoir si on doit ou pas, ou si on pourra ou pas pêcher. Mais ce discours pro-pêcheur ne passe plus auprès des associations de défense de l'océan qui prennent l'opinion publique à partie. Dans cette vidéo humoristique, un militant de l'ONG Oceana se déguise en chef pour dénoncer la petite cuisine des quotas. Et voici sa recette de la surpêche. La première étape de la recette de la surpêche, c'est de ne pas tenir compte des avis des scientifiques. C'est ennuyeux. Et en pêchant, on peut gagner beaucoup d'argent. On va y ajouter des espèces très surpêchées comme le cabillaud, qui est en état critique dans toute l'Europe. Une tambouille pas forcément ragoûtante. À Bruxelles, les poissons ont un porte-parole bien plus influent que les ONG. Cet homme, c'est le commissaire européen de l'environnement, des océans et de la pêche. Sa mission, en finir avec la surpêche d'ici 2025. On va avoir un conseil très intense. On va devoir adopter les quotas et ça, on le sait, ça pose toujours des problèmes. La ministre française est prévenue. Ça risque d'être compliqué de tenir tête au commissaire sur le quota de sole. C'est commencé ? Ça vient de commencer, mais je pense qu'ils sont encore en train d'adopter l'ordre du jour. Comme la France, les 27 pays membres ont envoyé leur ministre de la Pêche pour trancher sur les quotas de plus de 200 espèces. Le commissaire leur met immédiatement la pression. Il veut que toutes les baisses recommandées par les scientifiques soient votées
à commencer par les moins 36% sur la sole. Mais chaque pays va jouer sa petite partie. La ministre se retranche dans le camp de base français. C'est d'ici qu'elle va préparer sa riposte. Le dossier qu'elle doit débloquer en priorité, c'est celui de la sole. Pas question d'accepter une baisse de quota de 36%. Une dizaine de conseillers est mobilisée. Ils cherchent à contourner l'avis scientifique et ils pensent avoir trouvé une façon de repousser l'échéance. Ça a avancé sur la sole ou pas encore? Ils sont en train de voir si une baisse graduelle, ça aurait le même résultat. Et potentiellement, oui. D'accord, donc ils ne sont pas totalement fermés. Merci. Il y a un coup à jouer. Étaler la baisse des quotas de sole sur 2 ans. Mais pour cela, il va falloir trouver des alliés. La ministre a invité son homologue suédoise. La France l'a aidée à conserver son quota de harengs, alors elle attend un renvoi d'ascenseur pour sa sole. Nous voulons vous remercier pour votre coopération. On n'a pas une grande zone de pêche, mais on y tient beaucoup. Alors, merci de votre soutien. Pour la Suède, c'est dans la poche. La ministre française va alors toquer à la porte du plus gros pêcheur européen, l'Espagne. Bonjour. Et oui. Tu vas bien? Oui. Merci beaucoup de m'accueillir. La France et l'Espagne ont l'habitude de se serrer les coudes. Ce sont les 2 pays qui contestent le plus les avis scientifiques. Ils trouvent tout de suite un terrain d'entente, le soutien de l'Espagne sur la sole en échange d'un coup de main de la France sur la crevette. On y va. L'équipe française part négocier ses quotas avec le commissaire, sûr d'elle. Mais les petits arrangements sur le dos des poissons, ça ne passe pas. Le commissaire refuse d'étaler la baisse du quota de sole sur 2 ans. Une mauvaise nouvelle que la ministre va devoir annoncer aux représentants des pêcheurs. Alors bonjour à tous. Le commissaire adopte une position très fermée. Franchement, c'est proprement inacceptable. Les conséquences vont être incalculables. Je vous assure que ça va faire des dégâts. Ça suffit, hein, là. Les pêcheurs n'en peuvent plus. On croit que les scientifiques et les grands prophètes bruxellois qui ont la science infuse devant leur ordinateur. Et là, franchement, il y en a marre de tout ça. Essayons de garder notre énergie dans les jours encore qui viennent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les négociations sont dans l'impasse. Au petit matin du 3e jour, le dossier de la sole n'est toujours pas réglé. C'est à quelle heure, c'est 8 heures ? Et l'heure du vote approche. On y va. Les 27 ministres doivent trancher sur les quotas de pêche. Du côté français, comme chez les Espagnols, l'inquiétude est palpable. Le commissaire, lui, semble droit dans ses bottes. Il ne lâchera rien sur la sole. Le quota va bien baisser de 36% cette année. Mais la ministre a obtenu à l'arraché un geste exceptionnel. L'indemnisation des pêcheurs par l'Europe. Bon, allez, merci beaucoup pour tout. Ah, ce n'était pas facile ces négociations. Mais j'espère qu'on travaillera bien ensemble pour atteindre les meilleurs résultats et on continue à avancer comme ça. L'Europe a sorti son carnet de chèques pour protéger la sole, mais toutes les espèces n'auront pas eu cette chance. À l'issue des négociations, les défenseurs de l'environnement s'indignent. La surpêche continuera cette année. 1/3 des quotas dépassent les recommandations scientifiques, comme pour le cabillaud, le lieu jaune ou le merlu de Méditerranée. Et ça se passe comme ça depuis des décennies. Griffin Carpenter est un économiste spécialisé dans l'environnement. Selon ses calculs, c'est plus d'1 million de tonnes de poissons qui a été pêché en trop ces 20 dernières années. Certaines espèces comme le cabillaud sont surpêchées. On n'arrive pas à sortir de cette spirale négative. On n'écoute pas les avis scientifiques. La surpêche continue et ça ne s'améliore pas. D'après l'étude de cet expert, il suffirait d'interdire la pêche des espèces menacées quelques années pour repeupler nos mers. Le hareng s'est par exemple rétabli de manière remarquable. Pour les espèces comme le cabillaud, si on suit des avis scientifiques, on aura des résultats. Certaines espèces qu'il faudrait pêcher moins. Pourtant, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître sur nos côtes des bateaux toujours plus voraces. Voici le dernier né des géants des mers français, le Scombrus.
Il est 6 fois plus gros qu'un bateau de pêche traditionnel, 81 mètres de long. Une pêche ultra efficace. Des outils high-tech pour débusquer le poisson. Et dans les cales, une usine de surgélation qui tourne jour et nuit. Voilà le propriétaire de ce mastodonte, Geoffroy Delhem, armateur de père en fils depuis 4 générations. Une trentaine d'hommes travaillent à bord de son navire. Ils embarquent pour des marées de 2 à 3 semaines. Et on est à 40 mètres de la plateforme, 40 mètres. Geoffroy Delhem est l'un des plus gros pêcheurs de France. Il capture 40 000 tonnes de poissons par an, l'équivalent de 10% du tonnage débarqué dans l'ensemble des criées françaises. Du poisson qu'il va traquer jusqu'à 1500 km de là. Alors le plus loin où il va, ça va être West Irland. West Irland, on peut aller jusqu'à quasiment 100 000, 150 000 nautiques de l'ouest de l'Irlande, donc ça commence vraiment à faire des contrées lointaines. Et là, vous êtes à 3 jours de la première côte, quoi. Il a investi plus de 50 millions d'euros dans le Scombrus, un navire accusé de piller les mers. En septembre 2020, le bateau est baptisé en grande pompe dans le port de Concarneau. Une inauguration vécue comme une provocation par les pêcheurs artisanaux et les défenseurs de l'océan. On va tous rester à poil comme ça, sans plus rien à manger, plus rien à pêcher. On nous vole nos quotas, on nous vole notre travail et on nous laisse sans rien. Ce modèle de pêche, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, en fait, c'est un vol, c'est un crime. Les armateurs sont des inconscients. Ils n'ont pas compris qu'avec ce type de pêche, on est en train de finir de scier la planche sur laquelle l'humanité, l'humain est assis. Ces chalutiers géants sont-ils en train d'épuiser nos réserves de poissons? Le Scombrus inquiète d'autant plus qu'il vient régulièrement pêcher tout près des côtes françaises, comme ici, dans le détroit du Pas-de-Calais. Depuis sa passerelle aux aires de NASA, Denis, le commandant du navire, pilote les opérations de détection du poisson. Une seule espèce l'intéresse. Et vu son équipement, elle a peu de chances de lui échapper. Et là, on est à la recherche de hareng. Du hareng qui se trouve en manche, en partie manche. Et donc là, on est parti en chasse via les sonars et les sondeurs. Il se cache. Le hareng est un poisson qui vit en banc, sans se mélanger aux autres et qui nage dans la colonne d'eau. Pas besoin de racler le fond de la mer pour l'attraper. En ciblant ce genre de poisson, Denis est sûr de ne capturer quasiment que du hareng. Il est aussi certain de remplir son chalut très facilement. Ici, vous voyez un banc de poissons, donc la surface se trouve ici, le fond ici, et donc tout ce qui est entre les deux, on voit du hareng. Et plus les couleurs sont rouges, plus le poisson est concentré. Ah, c'est bon, c'est vrai. Le banc détecté mesure près de 40 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Sur le pont, l'équipage déroule le chalut. Ils ne vont pas capturer le banc entier, mais seulement ponctionner le dessus. Grâce à ces capteurs jaunes, ils pourront vérifier la quantité prélevée. Leur but, prendre suffisamment de poissons pour alimenter l'usine de surgélation qui se trouve à bord, mais pas trop pour ne pas rejeter de poissons. Nous avons demandé à l'armateur de nous indiquer les mesures de son chalut, mais il a refusé de nous les communiquer. À voir sa taille quand il remonte, on imagine que ses dimensions n'ont rien à voir avec celui de notre pêcheur de l'Orient. On a lu suffisamment rempli le chalut? Ouais, c'est bon. On va connecter la pompe dessus pour pomper le poisson pour le mettre à bord. Le poisson va directement être aspiré dans l'eau depuis l'intérieur du chalut. L'avantage de la pompe, c'est de pouvoir prendre de l'eau avec le poisson et d'abîmer le moins possible le poisson en fait. Et qu'il n'y ait pas de compression et de friction qui se crée poisson contre poisson. Une fois à bord, il est transporté par ces gros tuyaux avant d'être déversé vers l'usine qui se trouve à l'étage inférieur. Le flot est impressionnant. Ininterrompu pendant plusieurs minutes. Sur 6 heures, on peut traiter à l'heure actuelle 36 tonnes de poissons. Ah oui, en 6 heures. En 6 heures. Ce hareng sera vendu seulement 38 centimes le kilo, sur lequel l'armateur gagnera 5 centimes. Alors, dans son business,
tout repose sur le volume. Dans les cales, l'usine de surgélation tourne 24 heures sur 24. Tout a été automatisé pour traiter le poisson en masse. Et comme dans n'importe quel site industriel à terre, le responsable de la production veille à la cadence. Ah, Jason, je remets en route 2 secondes. Ici, le poisson est un produit standardisé, calibré en fonction du cahier des charges de chaque client. Il y a 8 catégories au choix. Donc là, on a fait une première taille, ça va être du poisson qui fait entre 100 et 170 grammes. Après, on a fait une deuxième taille où le poisson est un peu plus gros. Donc là, on va être entre 150 et 220 grammes. Les poissons sont mis en paquet d'une vingtaine de kilos puis surgelés pendant 4 heures. C'est indispensable pour faire voyager la marchandise. Ces cartons partiront à l'autre bout du monde, direction l'Afrique ou l'Asie. Chaque année, l'armateur du Scombrus pêche 26 000 tonnes de harengs. C'est 80% des quantités pêchées en France. Une efficacité redoutable. Mais a-t-il le droit d'en prendre autant? N'est-ce pas dangereux pour cette espèce? Effectivement, quand on voit ça, on se dit que ça représente beaucoup, mais le stock de harengs est très sain. Et donc voilà, et puis derrière, il y a des scientifiques qui réévaluent la biomasse tous les ans et qui estiment les quotas qui peuvent nous être alloués. Comme tous les autres navires, le Scombrus doit respecter ses quotas. Mais parfois, certains bateaux-usines prennent des libertés avec la loi. Chaque hiver, ces mastodontes font de la Manche leur terrain de jeu. Ce jour-là, ils sont nombreux à pêcher près du Scombrus. On n'en compte pas moins de 7 dans un mouchoir de poche. Certains sont gigantesques et atteignent parfois 140 mètres de long, comme le Marche Theodora. Ce navire allemand s'est d'ailleurs fait prendre la main dans le sac pour pêche illégale. Il a été condamné à une amende record de 600 000 € par la justice française. En conclusion, si vous souhaitez continuer à manger du poisson sans dépeupler nos mers, consommez des espèces qui ne sont pas surpêchées et laissez-vous tenter par des espèces moins connues qui se portent bien.